Donc, bonjour chers amis, chers collègues, chers résidents. Donc, toujours dans le cadre de notre meeting, donc du mercredi, aujourd'hui, nous allons aborder une question importante, une question d'actualité, c'est l'insuffisance cardiaque, où il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de découvertes, beaucoup de recherches. Et c'est la deuxième partie, cette semaine, qui sera présentée par nos résidentes, Tekfi et Dahman. Donc, sans plus tarder, Dahman, je te donne la parole pour présenter. Et on laissera un petit peu les questions, comme d'habitude, et les débats à la fin. Allez, à toi la parole, Dahman. D'accord, merci professeur. Alors bonjour à tous. Sur la continuité de ce qu'on a vu la dernière semaine sur les nouveautés de l'insuffisance cardiaque, je vais aborder aujourd'hui l'insuffisance cardiaque, cette fois-ci à feu préservé et ses nouvelles perspectives. L'insuffisance cardiaque à feu préservé, un concept relativement récent, représente actuellement plus de la moitié des patients insuffisants cardiaques. Une proportion qui augmente d'environ 1% par an au détriment de l'insuffisance cardiaque à feu réduite, ce qui est bien illustré sur cette diapositive. On voit, on voit que les proportions se sont inversées à partir de 2012. La question qui se pose, pourquoi cette augmentation de prévalence ces dernières années? Pour cela, on incrimine trois principaux facteurs. Le premier, c'est bien l'augmentation de l'espérance de vie et l'âge de la population. On estime qu'en 2050, 22% de la population aura plus de 60 ans. Le deuxième, c'est les comorbidités cardiaques et extracardiaques qui sont devenues de plus en plus fréquents. Et le troisième, bien que difficile à prouver, c'est la reconnaissance récente de cette nouvelle entité qui divise l'insuffisance cardiaque en non moins de catégories complètement différentes en matière de cause et surtout de prise en charge. Il a été démontré que l'insuffisance cardiaque à feu préservé n'est pas seulement liée à la dysfonction diastolique, comme le montre le modèle traditionnel à gauche, mais plutôt une interaction complexe impliquant plusieurs facteurs, tels que l'anomalie de la réserve diastolique, systolique, la dysfonction auriculaire, la réserve chronotropique inadéquate, l'hypertension pulmonaire, la dysfonction endothéliale, etc. La base de ce nouveau concept physiopathologique est une inflammation systémique due à l'ensemble des comorbidités qui s'expriment par une élévation des marqueurs de l'inflammation, à savoir la CRP, le récepteur de l'interleukine 1, qui vont interférer avec plusieurs organes. À l'échelle des cardiomyocytes, cette inflammation systémique va agir selon deux voies essentiellement. La première, par l'intermédiaire du signal monoxyde d'azote, GMP cyclique et protéine kinase G, par un stress oxydatif avec baisse de la biodisponibilité du monoxyde d'azote qui va conclure vers une hypertrophie cellulaire. La deuxième voie, par une expression des molécules d'adhésion qui vont induire une fibrose interstitielle accrue via les facteurs de croissance. Le tout sera responsable... Dahman, on n'est pas pressé. Hein. D'accord. Le Le tout sera responsable d'un remodelage ventriculaire, donc essentiellement deux voies. La voie du monoxyde d'azote et la voie des, des molécules d'adhésion vers une expression, vers une fibrose interstitielle accrue. Voilà. Voici un cas clinique typique d'une patiente qui consulte pour dyspnée et qui regroupe les différents facteurs de risque et comorbidités compatibles avec le diagnostic d'insuffisance cardiaque, à savoir l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale chronique, l'hypothyroïdie, etc. Avec FA surtout, comme comorbidité cardiaque. Pour commencer, comment définir l'insuffisance cardiaque à feu préservé? Ceci semble a priori plutôt simple, mais il est facile de confondre entre les thèmes. Insuffisance cardiaque à feu préservé, défaillance cardiaque diastolique, dysfonction diastolique. Mais les dernières recherches ont prouvé que même avec une FE supérieure à 50%, on a généralement une dysfonction systolique longitudinale au repos et globale à l'effort. Ceci est un papier publié en 2019 par The Heart European Journal sur comment diagnostiquer une insuffisance cardiaque à feu préservé grâce à un algorithme bien codifié. L'algorithme se résume en 4 étapes. La première est le pre-test assessment avec tout ce qui est symptômes, signes, comorbidité, ECG qui est souvent pathologique en dehors d'une FA. La seconde étape est une échocardiographie détaillée. La troisième, c'est l'échocardiographie de stress et les mesures invasives hémodynamiques. Si les deux premières étapes n'aboutissent pas au diagnostic de HFpEF, on passe aux troisièmes étapes. Voilà. Voici les résultats échocardiographiques de notre patiente. On retrouve une HVG concentrique avec
masse VG indexée à 150, un rapport E sur E' à 16, un volume OG dilaté à 40 millilitres indexé, vitesse d'IT à 2,7 et un strain global à -17. Suite à la première étape de l'algorithme diagnostique qui démarre avec un patient dyspnéique, avec une évaluation clinique compatible et des données biologiques et échocardiographiques en faveur, on peut finalement calculer le HFpEF score, qui est composé, HFpEF score qui est composé de 4 domaines, 2 échographiques fonctionnels et structurels et 2 biologiques, selon le rythme sinusal ou FA. Un critère majeur vaut 2 points et un critère mineur vaut 1 point. La somme définit le degré de probabilité du diagnostic, avec un cutoff de 5. Chaque domaine peut donner maximum de points. Donc, par exemple, avec un critère majeur et un critère mineur sur le même domaine, on n'aura que 2 points. Ça ne donnera pas 3. Si on calcule le score de notre patiente, on a le volume OG à 40, donc 2 points, E sur E' à 15, 2 autres points, un T-proBNP à 780, si vous vous souvenez bien, avec FA, donc supérieur à 660, aussi 2 autres points. Donc, la somme sera 7. Donc, si vous voyez sur l'algorithme, un score supérieur à 5, ou égal à 5 conforte le diagnostic et nous oriente directement vers la 4e étape qui est l'investigation étiologique. Un score faible rend le diagnostic très peu probable et la recherche d'autres causes, qu'ils soient cardiaques ou autres, s'impose. Donc, quoi faire en cas de risque intermédiaire? Un risque intermédiaire nous oriente vers la 3e étape. La 3e étape qui nécessite une démarche plus détaillée, comprenant initialement l'échocardiographie de stress avec une analyse de 2 paramètres essentiellement, qui sont la vitesse de l'IT supérieure à 3,5 et E sur E' supérieur à 15. Si on revient à notre score de HFpEF, le score intermédiaire, c'est soit 2 points, soit 3 points. Donc, si on a 2 points au départ avec un seul critère parmi ces 2 critères, on aura 4 points. Et donc, le cutoff ne sera pas atteint. Donc, il nous faut, si on démarre avec 2, il nous faut les 2 critères présents. Et si on démarre avec 3 points, un seul critère suffit. Voilà. Donc, si dans le cas où on a 2 critères et un seul critère à l'échocardiographie de stress qui est positif, on passe au deuxième examen de la 3e étape, qui est la mesure invasive hémodynamique, qui mesure la pression télédiastolique, du VG et la pression postcapillaire. On aura besoin d'un seul critère pour conclure au diagnostic. Si absent, on passera à la mesure hémodynamique à l'effort. Voilà. Si les mesures au repos sont négatives, on passe aux mesures à l'effort. Une fois le diagnostic posé, ou plutôt devient très probable, vient la démarche thérapeutique. Selon les recommandations de l'ESC 2016 sur l'essence cardiaque et dans le 9e chapitre dédié à l'essence cardiaque préservée, les seules armes thérapeutiques recommandées sont le contrôle des comorbidités et le traitement diurétique symptomatique. Le contrôle des comorbidités comprend surtout la restriction calorique, l'exercice physique, la supplémentation en fer, le contrôle du diabète et l'hypertension, etc. Suite aux études réalisées chez les patients FE réduites et leurs bénéfices sur la morbimortalité, d'autres études ont été réalisées chez les patients, cette fois-ci avec FE préservé, avec utilisation des cutoffs différents de FE. Aucune étude parmi ceux cités devant vous n'a rempli les critères primaires de l'étude, ce qui a conduit à l'absence de recommandations claires sur l'utilisation des médicaments indiqués déjà dans l'essence cardiaque FE réduite. Si on voit les différentes courbes des études citées précédemment, on voit que la différence avec le groupe placebo n'est pas significative. On commence avec l'étude Charm Preserved, qui a comparé le compte des artans au placebo, mais n'a pas rempli tous les critères primaires dans une population HFpEF. Mais une analyse secondaire a conclu à un potentiel bénéfice dans la réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et grâce à ce dernier, le compte des artans est recommandé chez les patients HFpEF, mais avec une classe 2B, selon les recommandations américaines. Les 2 autres études, PEP-CHF
et ePreserve qui ont comparé le perindopril et l'irbésartan et n'ont pas prouvé de bénéfices significatifs. Donc, le bénéfice prouvé avec le candésartan ne peut pas être extrapolé sur les autres molécules de ARA2. Donc, si vous souvenez bien, notre malade était sous irbésartan. Donc, on ne peut pas le considérer comme un traitement d'essence cardiaque à feu préservé. Peut-être le candésartan, mais non pas l'irbésartan. Pour la quatrième étude, qui est l'étude top 4, qui a testé l'impact du spironolactone sur la mortalité cardiovasculaire et l'hospitalisation, a montré un bénéfice sur les critères secondaires, qui est l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et ceci a conclu vers une recommandation 2B, comme le candésartan, selon les recommandations américaines de 2017. Une autre étude qui a étudié, étude EDIFY, chez 179 patients avec une dyspnée classe 2 à 3, en rythme sinusal avec fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70, un cutoff d'NT-proBNP à 220, à FE supérieur ou égal à 45. L'ivabradine ou versus placebo a été titré jusqu'à une dose max à 7,5 mg de fois jour. Les patients ont été suivis sur 8 mois. Et malgré une baisse de 30% de la fréquence cardiaque, il n'y a pas eu de bénéfice sur les 3 co-primary endpoints, qui sont le rapport sur E', la distance sur le test de marche de 6 minutes et le dosage plasmatique de NT-proBNP. L'effet bénéfique des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque FE réduite a été largement prouvé dans plusieurs études. Mais malheureusement, l'utilisation des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque FE préservée est encore débattue. Il n'existe pas de grandes études qui ont prouvé l'intérêt de leur prescription chez cette population. What about RNI? C'est le sacubitril valsartan. Voici un rappel simplifié sur le mécanisme d'action des inhibiteurs de la néphrylysine. Cette molécule est une endopeptidase qui dégrade les peptides natriurétiques et empêche donc leur action de l'inhibition. L'inhibition de cette endopeptidase par le sacubitril empêche donc la dégradation de ces peptides natriurétiques. Leur concentration dans le plasma et leur effet vasodilatateur et diurétique sont ainsi augmentés. Donc, l'inhibiteur de néphrylysine favorise l'action des peptides natriurétiques qui sont essentiellement la vasodilatation et l'effet diurétique. Suite à l'étude Paradigm HF qui a comparé l'association sacubitril/valsartan chez les patients en insuffisance cardiaque FE réduite et qui a démontré une baisse de la mortalité cardiovasculaire de 20% comparant au groupe recevant de l'enalapril, cette arme thérapeutique a été testée par la suite chez une population avec FE préservée, dans 2 grandes études, avec une FE supérieure à 45%. Seulement l'étude Paramount a montré un bénéfice par une diminution du NT-proBNP à 12 semaines. Une troisième étude récente qui est Parallax Trial, qui a été publiée en 2020, qui a comparé le sacubitril/valsartan avec 3 autres groupes comprenant l'enalapril, le valsartan seul et le groupe placebo sur une période de 24 semaines. Cette étude a démontré une réduction significative sur le taux de NT-proBNP, mais sans effet additionnel sur le test de marche de 6 minutes ni sur la classe de NYHA. Ces résultats soutiennent les données des études Paramount et fournissent alors un potentiel bénéfice du sacubitril/valsartan chez les patients avec FE préservé. Any hope for HFpEF patients? Après de nombreuses études qui ont échoué à prouver une efficacité des armes thérapeutiques suscitées, et grâce au progrès des connaissances des différents mécanismes d'essence cardiaque FE préservés, plusieurs essais sont en cours. À savoir les 2 grandes études qui sont le Deliver Trial et le Emperor Preserve Trial qui ont testé l'effet de l'inhibiteur de SGLT2 chez les patients HFpEF, diabétiques ou pas. Donc, c'est le dapagliflozin pour l'étude Deliver et l'empagliflozin pour l'étude Emperor Preserve. Comme cité la semaine passée, ma collègue a parlé de l'étude de DAPA-HF et Emperor Reduce et c'était clair que l'étude a mené des résultats très probants en matière d'inhibiteurs de SGLT2. Donc, ces études sont vraiment très intéressantes en matière de HFpEF. On finit avec cette illustration des dernières options thérapeutiques suivant le nouveau concept physiopathologique.
soit par l'axe, comme cité précédemment, du monoxyde d'azote, GMP cyclique, protéine kinase, et ceci par l'intermédiaire de plusieurs molécules, comme les inhibiteurs de phosphodiestérase 5, les activateurs du monoxyde synthétase, etc., soit en ciblant l'inflammation cardiaque, et ceci grâce à la thérapie anti-inflammatoire, comme le canakinumab, désolé, ou bien par la device therapy, à savoir la thérapie de resynchronisation comme le CRT, le CardioMEMS, qui est un capteur électronique implanté par voie fémorale et permet le recueil des pressions pulmonaires à distance et prédit donc la prochaine décompensation qui pourra être prévenue par une intervention thérapeutique. Et dernièrement, le shunt interatrial qui nécessite encore des essais cliniques pour prouver son efficacité. Donc, pour Take Home Messages, les recommandations européennes de 2016 sur l'efficience cardiaque ne reconnaît aucun traitement qui a réellement prouvé son efficacité sur la morbimortalité chez les patients HFpEF. Le diagnostic de l'essence cardiaque FE préservé reste controversé cette entité représente un syndrome hétérogène avec plusieurs phénotypes et comorbidités qui sont difficiles à distinguer par la fraction d'éjection à elle seule. Dans le futur, les études randomisées devraient prendre en considération les différents sous-groupes et leurs caractéristiques. Parmi les thérapeutiques variées introduits récemment, les inhibiteurs de SGLT2 promettent le plus grand succès, comme montré récemment dans les groupes FE réduites. Et pour le moment, le seul traitement de l'insuffisance cardiaque FE préservée reste le traitement symptomatique qui a prouvé son effet bénéfique sur la qualité de vie. Je vous remercie. Et je cède la parole à ma collègue Dr Tekfi. On discute maintenant ou bien on laisse à la fin? Quand vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? On laisse que Tekfi finisse. Il y a une relation entre les deux ou bien? Elle va aborder le sujet des HF recovery. Donc, je pense... Bon, ça fait rien, donc tu continues, on discutera à la fin. Vas-y. Bonjour à tous. Une autre nouveauté de la sphère insuffisance cardiaque que je vais à mon tour aborder et qui est l'insuffisance cardiaque à FEVG améliorée ou Heart Failure with Recovered Ejection Fraction. Je vais commencer tout d'abord par ce tableau de l'ESC qui date des recos de 2016 et où on voit qu'en fonction de la fraction d'éjection, on va catégoriser justement l'insuffisance cardiaque à FE réduite, l'insuffisance cardiaque à FE modérément réduite et l'insuffisance cardiaque à FE préservée. On notera donc ici qu'il n'est question que de ces trois entités. Devant les progrès faits en matière de prise en charge de la HFrEF, on se retrouve de plus en plus confronté à des patients qui améliorent leur FEVG. Ces patients qui donc ne sont plus des HFrEF et qui ne sont pas non plus des HF mid-range ou HFpEF de nouveau, on les regroupera alors sous cette nouvelle entité, la HF Recovered EF. De façon surprenante, on voit que ce terme de Recovered EF n'est pas aussi récent, et la première définition est apparue en 2011 dans le papier de Punos et al. D'autres définitions se sont d'ailleurs succédées avec des cut-offs tout aussi différents. Devant cette disparité, une définition consensus se devait, et c'est ce qu'a amené le dernier papier du JACC et qui définit la HF Recovered EF comme suit. Une FEVG de base inférieure à 40%, plus une augmentation de la FE d'au moins 10%, plus une deuxième mesure de la FEVG qui doit être toujours supérieure à 40%. Pour mieux comprendre, on va faire un petit détour et revoir la physiopathe de la HFrEF et le concept de remodelage, du débit cardiaque et de la pression artérielle. Et à partir de là, on va avoir une activation du système sympathique avec libération de catécholamine,
une hypoperfusion rénale avec activation du système rénine-angiotensine, aldostérone et rétention volumique, une réponse inflammatoire avec relargage de cytokines et une augmentation du stress wall myocardique avec libération de peptides natriurétiques. Toute cette cascade neurohormonale a pour but de restaurer un débit cardiaque et une perfusion tissulaire, ce qui est bon sur le court terme. Mais sur le long terme, ça devient délétère et ça va provoquer ce qu'on appelle un remodelage, avec une modification de l'expression des gènes, une altération des voies de signalisation cellulaire, de l'hypertrophie pathologique, de la dysfonction endothéliale, de la fibrose, et ce qui fatalement donnera de l'apoptose et donc davantage de pertes myocytaires et d'altération de la fonction VG, et ce qui va donc entretenir ce cercle vicieux. On en vient donc à ce remodelage ventriculaire, qui correspond en fait, comme on vient de le voir, à des altérations moléculaires, cellulaires et interstitielles, et qui vont se traduire sur le plan phénotypique par une modification de la taille, de la géométrie et de la fonction du cœur. Point important, c'est que ce remodelage est un phénomène dynamique, bidirectionnel, et donc qui peut reculer, d'où la notion de reverse remodeling. Et ce reverse remodeling, s'il se fait de façon suffisante, va permettre une certaine récupération de la fonction ventriculaire. Cette diapo vient justement illustrer le concept de ventricular recovery. Ici, on a un cœur normal qui, suite à une agression donnée, subit un remodelage et altère sa fonction systolique. Il est mis sous traitement médical, plus ou moins device, et là, trois cas de figure. Soit c'est un super répondeur avec une FEVG qui remonte au-dessus de 50%, et là on parle de full recovery. Soit il répond mais de façon un peu moins optimale avec une FEVG entre 40 et 50%, et là on parle de partial recovery. Soit il ne répond pas du tout avec une FEVG qui ne remonte pas. On vient de dire que la recovery est favorisée par les Guidelines Medical Treatment, qu'ils soient pharmacologiques ou à type de device. Et justement, sur ce tableau, en niveau, on voit qu'il diminue l'hypertrophie, il diminue l'expression de gènes fétaux, il diminue la désensibilisation des récepteurs bêta-1, ils optimisent le couplage excitation-contraction, ils réduisent l'apoptose, ils diminuent l'activité des métalloprotéases, ils diminuent la fibrose, ils stimulent l'angiogénèse et ils réduisent les volumes ventriculaires. Et justement, parmi ces thérapeutiques, on a les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, IEC, ARA2, aldostérone et récemment les ARNI, les bêta-bloqueurs, l'ivabradine et pourquoi pas les inhibiteurs des SGLT2 dont l'effet sur le remodelage est en cours d'étude. On a aussi la revascularisation, le remplacement valvulaire aortique et mitral, la CRT, l'assistance ventriculaire et la CPAP. Certaines pathologies sont aussi associées à plus de chances de récupération. On a en premier lieu tout ce qui est abnormal energetics, avec par exemple la cardiomyorythmique et les dysthyroïdies. En deuxième lieu, tout ce qui est pathologie inflammatoire, avec la cardiomyo du péripartum et les myocardites. Et en troisième lieu, tout ce qui est toxique, avec l'alcool et les chimiothérapies. D'autres facteurs sont aussi prédictifs d'un reverse remodeling, comme on le voit sur ce tableau. On a les étiologies non ischémiques, une courte durée de l'insuffisance cardiaque, le sexe féminin, l'absence de BBG, la présence de BBG mais en présence de CRT, des anomalies génétiques autres que celles du cytosquelette et des disques Z, une FEVG basse avec un strain élevé, l'absence de rehaussement tardif à l'IRM, un faible taux de BNP, de troponine, de ST2 et de galectine 3. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution de ces patients. En fait, la HEF Recovered EF est une entité clinique différente de la HEF-REF et de la HEF-PEF. Elle correspond à une transition du myocarde vers un état pathologique moindre, mais pas tout à fait normal. Justement parce qu'il va persister toujours, au niveau moléculaire, des marqueurs de myocarde dysfonctionnants. Et c'est ce qui explique pourquoi une bonne partie de ces patients vont être toujours à risque de rechute. Mais néanmoins, il garde un bon pronostic, comme le montrent ces courbes tirées de ce papier publié en 2016. Alors, on a en jaune les HEF-REF, en vert les HEF-PEF et en gris les HEF Recovered EF. Comme on le voit, pour la mortalité plus toute cause d'hospitalisation,
La mortalité plus hospitalisation pour motif cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ce sont les HEF Recovered EF qui s'en sortent le mieux. Vu qu'on vient de dire que c'est une entité particulière, elle nécessite forcément une prise en charge particulière. Donc, comment réagir devant une FEVG qui s'est améliorée? Tout d'abord, on doit stratifier notre patient, c'est-à-dire évaluer son risque de rechute potentiel. On a pour ça l'examen clinique. On va déjà rechercher des signes de congestion. Il faut savoir aussi que les patients qui requièrent toujours des diurétiques sont à plus haut risque et que si le CG demeure pathologique, c'est que quelque part, le myocarde est toujours malade. Ensuite, on a le testing génétique, qui est essentiel pour stratifier ces patients, car dans certaines cardiomyos, le risque rythmique persiste même si la FEVG s'améliore, comme par exemple les patients porteurs de mutations de la desmoplaquine, la SCN5A, la laminine A, la filamine C, qui vont toujours garder un risque d'arythmie fatale indépendamment de leur FEVG. L'échographie revêt aussi un rôle dans la stratification globale de ces patients via surtout l'outil du strain 2D, comme démontré dans cette étude. En effet, chez les patients HEF-recovered EF, plus leur strain est élevé, plus leur FEVG est stable sur le long cours. Et inversement, plus le strain est bas, plus la FEVG risque de se détériorer et les symptômes d'insuffisance cardiaque réapparaître. Autre élément aussi à prendre en compte pour stratifier ces malades, ce sont les biomarqueurs, tels que le NT-proBNP, la troponine, la ST2 et la galectine, qui peuvent renseigner sur une activation neurohormonale et inflammatoire qui reste toujours latente. Comme on a déjà dit, la normalisation de la FEVG n'est pas synonyme d'une normalisation du myocarde. Donc, chez ces malades, on va se poser la question de l'intérêt de les garder sous traitement médical ou bien plus exactement du risque de l'interrompre. Pour répondre à tout ça, on va s'intéresser à l'étude TRADE Heart Failure, qui a randomisé des patients avec CMD qui ont amélioré leur FEVG. Ils étaient en tout 51 patients. On les a divisés en deux groupes, 25 patients discontinuation du traitement et 26 patients maintien du traitement médical. Et les résultats sont plutôt sans équivoque, avec une récurrence des symptômes d'insuffisance cardiaque dans le groupe discontinuation de 44% versus 0% dans le groupe maintien du traitement. De là découle que même si recovery de la FEVG, les patients doivent être maintenus sous traitement médical. Par contre, on peut essayer de les sevrer de leur diurétique, d'autant plus que s'ils tolèrent bien, c'est indicatif d'un plus faible risque de rechute. Il faut savoir aussi que la récurrence ne se fait pas sur quelques jours ou semaines, mais sur des mois. Donc si on a besoin d'arrêter le traitement pour cause d'affection intercurrente ou autre, on peut le faire sans trop de risques. Maintenant, on passe à la question des dispositifs implantables. Pour ce qui est des DAI implantés en prévention primaire, indiqués lorsque la FEVG était inférieure à 35%, maintenant, si elle remonte au-delà, est-ce qu'ils vont en tirer toujours un bénéfice? Pas beaucoup de data là-dessus, mais il faut se rappeler que c'est la FEVG qui augmente et que la structure VG ne se normalise pas à 100% et donc peut contenir toujours des substrats d'arythmie. Par contre, s'il est question de mutation maligne, d'antécédents de choc appropriés, ou si le CG demeure pathologique, là on a plus de facilité à indiquer le maintien du DAI. Pour la CRT, il est de règle de la garder, parce que la dysynchronie et le remodelage ont tendance à repartir si perte de la resynchronisation. Puisqu'ils sont à risque de rechute, le suivi chez ces malades est primordial. Sur ce tableau, on a les modalités et les intervalles. Tous les 6 mois jusqu'à 1 an, on a examen clinique et ECG, dosage UNT-proBNP, écho avec strain. Après une année, examen clinique et IRM, si l'IRM n'a pas été réalisé auparavant. Ensuite, tous les 6 à 12 mois, on préconise un examen clinique et un dosage du NT-proBNP.
Le contrôle échographique se fera tous les 1 à 3 ans pour apprécier justement la durabilité de cette recovery. Et chez les patients à risque rythmique, on préconise un Holter ECG tous les 1 à 2 ans. En conclusion, la Health Recovered EF est une entité à part, qui certes a un meilleur pronostic que la HFrEF et la HFpEF, mais ne rejoint toujours pas celui des non-insuffisants cardiaques. Malgré l'amélioration de la FEVG, le myocarde ne se normalise pas totalement et garde toujours des stigmates de corps pathologiques. D'où la nécessité d'un suivi rigoureux et du maintien du traitement médical chez ces patients, car le risque de rechute et de récurrence des symptômes est toujours présent. Et je vous remercie. Et écrit pour cet excellent exposé, bravo. Merci. Toi et Dahman, excellent, très didactique, bien présenté. C'est sûr qu'il y aura une grosse discussion. Donc, sans plus tarder, j'ouvre le débat, hein, s'il y a des questions. Déjà, il y a un petit commentaire intéressant, si on peut commencer par ça. Vous pouvez voir le chat, non? Il y a une remarque qui est pertinente pour commencer avec les 4 étapes du diagnostic du HFpEF. C'est la taille de l'OG. Hein. Donc, tu peux nous. Johri te dit ce qui est juste en cas de FA, la taille de l'OG, le volume de l'OG doit être supérieur à 40 au lieu de 34. Hein. Je pense que tu es d'accord, Ahmed. Tu peux nous rappeler un peu vous pouvez nous remettre vous pouvez nous remettre la diapositive qui parle de ça. Attends. Tu peux nous remettre le tableau, si tu peux. Parce qu'il est important. Celui des 4 étapes, avec l'étape pré-test, l'étape éco-BLP et enfin les 2 autres étapes. Je ne sais pas si tu peux partager ça ou c'est un autre ordinateur. Ah, c'est le même. Allez, vas-y. Mais parce que quand même, c'est un nouveau concept bien, disons, résumé. Donc, pour le score, il y a un score. Hein. On aime toujours les scores et que ça soit bien systématisé. Voilà. Hein. C'est ça, voilà, donc, un petit peu, rappelle-nous les caractéristiques en cas de FA. Pour le volume d'OG n'a pas été spécifié aux gens avec FA, mais seulement le cutoff de 34. À partir de 34, il devient un critère majeur et au-dessous, c'est un critère mineur. C'est seulement les NT-proBNP qui sont divisés selon le rythme sinusal ou F1. Mais le volume d'OG… Effectivement, il y a eu une grosse discussion. Moi, j'ai assisté à une grosse discussion sur ça. Et certains, effectivement, pensent qu'en cas d'infraction, ce qui est logique, hein, parce que… Exactement. On exigerait pour un critère mineur ou majeur une dimension plus importante. Johri, qui a posé la question, vas-y, tu as levé la main. Levez la main. Ceux qui veulent parler, lèvent la main. Vas-y, Johri, à toi la parole. Salam, bonsoir. Merci les filles pour la présentation, c'était vraiment excellent. Alors, par rapport aux critères morphologiques, le volume de l'OG, ils ont bien précisé sur le papier, en cas de FA, quand le volume de l'OG est supérieur à 40 ml par mètre carré, c'est un critère majeur. Sinon, en cas de FA toujours, un volume de l'OG entre 34 et 40 est considéré comme mineur. Ils ont bien précisé cette entité dont le volume est un peu plus, le cutoff est un peu plus élevé sur le papier et non sur le tableau. Non, c'est ça, c'est ce qui est actuellement admis, hein, ce qui est logique, hein, tout à fait logique. Hein. Vas-y, s'il y a d'autres questions, vous levez la main, hein, ceux qui veulent poser des questions, allez-y, allez-y. Qui veulent poser des questions. Il y a aussi, reviens aux 4 étapes, voilà. Non, laisse, non, voilà, laisse ici. Il y a quand même le KT, le fait d'introduire quand même l'hémodynamique
Non, non, laisse-nous. Voilà, le diastolic stress test. Puis Voilà, l'étape. La troisième étape. Vas-y à la troisième étape. C'est step F1. C'est en bleu. Vas-y à la troisième étape. C'est step F1 qui est la troisième étape. Voilà. Donc, l'introduction, après, disons, voilà ce que je voulais. C'est cette diapo. Quand même, ils ont introduit l'invasif. Donc, après les codes stress, c'est l'invasif. Est-ce que vous ne pensez pas est-ce qu'il faut une soignance, un KT carrément? Que pensent nos hémodynamiciens? Je pense que c'est quand même aller vite en besoin d'introduire carrément l'invasif ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Et faire un KT, Omar, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça souligne la difficulté diagnostique, hein, parce que parfois, les critères ne sont pas remplis, on est un peu sur notre fin. C'est pas trop fort d'aller pour un KT comme ça pour. Franchement, c'est pas trop fort parce qu'un KT droit, c'est pas non plus un examen super invasif. Hein. Donc c'est une soignance, normalement une soignance au lit du malade. Bon, au lit du malade, bon, ça peut se faire, mais on est plus à l'aise quand même au cath lab. Eh bien, je vais te dire, il y a plus de 20 ans, on mettait des soins au lit du malade, dans notre réa. Oui, ça se fait, hein, ça se fait en réa. C'était un geste qu'on faisait de façon très simple, mais actuellement, ça a disparu. Parce que ça a perdu son intérêt. On sait que monitorer l'hémodynamique pour le traitement, ça n'a pas prouvé de bénéfices. Pensez-vous que ça, chez nous, vraiment, on doit l'introduire sur le plan pratique? Bon, déjà le stress écho, c'est pas mal. Y a-t-il d'autres questions? Quand même, c'est intéressant. Allez-y. Y a-t-il d'autres questions? Levez la main pour ceux qui veulent intervenir. Je le vois. Amrouche, vas-y. Amrouche. Vas-y, parle. Vas-y. Voilà, je voulais demander si les devices pour les shunts interatriaux sont validés pour les HFPEF. Donc, c'est une question au docteur Dahman parce qu'elle en a parlé tout à l'heure. C'est encore d'essai. C'est des études en cours. Ils n'ont pas encore idée leur utilisation. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de réel bénéfice sur les études qui ont été faites. Exactement. Pour le cardio même, il y a une étude qui a été positive, mais on nécessite encore d'autres études qui confortent ce bénéfice. Et l'empagliflozine? C'est l'étude Upper Preserved qui est en cours aussi. C'est pour les deux molécules SGLT2. Oui, donc ce n'est pas encore validé. En fait, il n'y a rien encore de validé. Il n'y a rien, à part les diurétiques. Ça reste comme ça. Hein. À part les diurétiques, il n'y a rien. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on félicite les orateurs qui ont fait 2 présentations alors qu'il n'y a rien encore. Non, mais c'est une excellente présentation. Hein. Je vous félicite. Qui nous a bien éclairé. Hein. C'est mieux que les New-Yorkais, les présentations des New-Yorkais. C'était bien. Eh bien, l'approche, vous voyez qu'il faut rester modeste et toujours l'approche probabiliste. Hein. En médecine, en fait, quel que soit les coronariens, l'insuffisance cardiaque, c'est toujours l'approche probabiliste. Ce n'est pas l'approche manichéenne, vrai ou faux. Hein. Peu probable, très probable. Ça reste comme ça, toute la médecine. C'est une approche probabiliste où il faut rester modeste. Et on n'arrive pas toujours. Il y a aussi, vous avez parlé, c'est important, de l'effet classe. Hein, donc, il n'y a pas d'effet classe d'un médicament. Hein. Si une étude a été faite par le compte des ardents, eh ben, ce n'est pas notre ARA2 hein, qu'il faut donner, mais bien le compte des ardents. Donc, ça, c'est. Il y a aussi quelque chose qu'on néglige souvent, c'est le contrôle de la comorbidité dans le traitement, surtout dans la HFPEF.
contrôler les différentes comorbidités associées. Donc, en général, le cardiologue se contente de donner les médicaments et puis c'est tout. Mais là, c'est important. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On aurait bien aimé qu'il y ait des cas cliniques pour illustrer un peu tout ça. Hein. Maintenant, si on revient au recovered heart failure. Recovered heart failure, pour le GLS, on sait que le GLS, quel est le cut-off? Donc, on sait que pour les patients avec reduced ejection fraction, un cut-off de mauvais pronostic tourne autour de 7%. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose pour ceux qui font l'écho? Je ne sais pas si nos échographistes sont là avec nous. Je réponds. Voilà, si vous pouvez répondre. Hein. Bon, sur le papier que j'avais présenté, ils ont déterminé un cut-off de 16%. Ah, c'est très élevé, donc c'est autre chose. Oui. Parce qu'on sait que cut-off pronostic dans la F, dans la reduced, pour dire que c'est vraiment de mauvais pronostics, ça tourne autour de 7%. Ceux qui sont sous 7% sont vraiment de mauvais pronostics. Et parfois, c'est intéressant pour le CRT. Deuxième question, le CRT, je n'ai pas bien compris, donc le CRT dans cette indication précisément. Est-ce qu'il y a une indication du CRT? Non, c'est les patients qui sont déjà sous CRT. Ah, d'accord. Il faut les laisser. La CRT. Ah, d'accord. Alors, Katia Mouzaoui. Alors, vas-y. Levez les mains, ceux qui ne veulent pas lever la main. Vas-y, Mouzaoui. Katia. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je remercie Dr Dahman et Dr Tekfi pour cette excellente présentation. J'ai juste répondu à la question de Dr Abouaïssa qui a dit que si on avait un taux de NT-proBNP qui était négatif, est-ce que malgré la présence de signes échographiques et cliniques, est-ce qu'on éliminerait le diagnostic? Ben non, parce qu'au dernier papier consensus qui a été publié en 2019, ils ont trouvé qu'il y avait 20% des patients qui ont été étudiés et qui avaient une insuffisance cardiaque préservée prouvée de manière invasive et qui avaient un taux de NT-proBNP qui était plus bas que le cut-off qui a été fixé. Donc, c'est pour cela que ce diagnostic reste très difficile et qu'ils ont mis en évidence ce score pour faciliter un peu la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai posé la question du test invasif. Vous voyez la difficulté, on doit aller souvent, pas de façon exceptionnelle, au test invasif pour trancher. Ce n'est pas évident. Parce que j'ai vu un peu certaines attitudes de nos résidents, ils éliminent rapidement. Là, le diagnostic n'est pas facile devant une display. Donc, il faut aller de façon. Est-ce qu'on ne devrait pas protocoliser? Est-ce qu'on ne devrait pas protocoliser? Et c'est ce qui est fait, justement, avec les 4 étapes. Les 4 étapes. Oui, ça c'est théorique, mais je sais qu'on ne le fait pas. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place un. Oui, il faut qu'on change notre pratique quotidienne. Il faut qu'on change notre pratique. Et je suis. C'est dommage que Haddad ne soit pas avec nous là. J'ai insisté, j'ai pas fait quoi. Qui fait sa thèse sur ça. Bon, je sais pas, c'est dommage. Voilà, Dahiman. Bon, vas-y, Dahiman. Oui. Vas-y. J'avais juste fait une petite remarque par rapport à la population qui avait des taux de NT-proBNP qui sont bas, alors que le diagnostic de HFpEF est posé chez eux. C'est les obèses, par exemple. Mais est-ce que le cut-off chez les obèses n'est pas différent? Il n'y a pas encore de cut-off défini chez cette catégorie. Donc, il faut investiguer de façon plus approfondie, voire faire des diastoliques stress tests de façon plus... poser l'indication d'un diastolique stress test de façon plus facile chez ces patients.
voire aller jusqu'à l'invasif. Donc, on devrait développer cette troisième étape, comme dit Omar, et tout ça chez nous, qui, quand même, qui reste très timide. Hein, on reste très timide, on est pour stress et soin en invasif. On reste très timide et comme ça, on perd pas mal de diagnostics. Hein. Donc, les BNP, on voit que ce n'est pas toujours positif. Et bon. Shahinaz, voilà, vas-y, Abdel Baqi, Shahinaz. Intervient, vas-y. Baqi. Vas-y, ma fille. Shahinaz. Tu as le micro, il ne marche pas. Vas-y. Ah, je ne sais pas, elle a un souci. Alors, elle ne peut pas parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que ce 20% avait un profil particulier? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Shahinaz, tu ne veux pas un petit peu nous expliquer ta question? Moi, je n'arrive pas à comment. Tekfi, tu saisis sa question? Est-ce que c'est 20% de 20% de quoi? Ça n'est pas de 20%, je ne sais pas. Ah, il y a Shahinaz. Ça veut dire que l'obésité doit nous orienter encore plus vers le diagnostic, même avec un taux de NT-proBNP inférieur au cutoff. Je pensais que vous voulez dire que ça conforte encore plus le diagnostic parce que c'est une des plus importantes comorbidités. Voilà. 20% de quoi? Shahinaz parle de 20%. Je n'ai pas compris sa question. Bon, Marina, Baouni, vas-y, prends la parole. Elle veut parler, en fait, Cheikh, elle veut parler des 20% chez lesquels les NT-proBNP étaient négatifs alors que les tests invasifs étaient revenus en faveur d'une FPF. Si tu as oui, en fait, ça va dans le même sens de ce qu'a dit Dahim. Voilà. Il parle, Shahinaz, tu es silencieuse. Oui, oui, monsieur. Vas-y. En fait, ça va dans le même sens de ce qu'a dit Dahiman. C'est peut-être une population de sujets obèses qui n'avait justement pas atteint les cutoffs, ce qui est connu voilà. Et je me demandais, voilà, c'était une question peut-être posée à Mouzaoui, qui avait lu le papier consensus. Donc, toujours chez les obèses, faire attention pour le diagnostic. Hein. On risque de rater beaucoup de FPF. Oui. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Malheureusement, je vois que ni par contre, nous avons avec nous Amrou Ayash. Amrou Ayash. سمعينا حسك شوية. Comment vous faites pour les FPF? Amrou Ayash. Tu veux pas nous... Vas-y. Bon, une question un peu pratique parce que parfois on reçoit des patients qui sont déjà sous diurétique. Est-ce que les tests là, de stress diastolique, on doit les arrêter ou pas? Est-ce qu'ils précisent dans les... J'imagine que non, qu'ils ne précisent pas parce qu'on ne traite pas avant le diagnostic, mais en pratique, ça arrive que les patients arrivent déjà avec des diurétiques, mais le diagnostic est un peu flou. Vous pouvez répondre. Vous avez saisi la question? Oui, je l'ai bien saisi. Je pense pas. Il ne parle pas de ça il parle juste sur diastolique. Ouais, parce que bon, en hémodynamique, classiquement, ils disent qu'il faut arrêter les diurétiques avant d'évaluer parce que ça peut fausser. Bon, j'imagine que c'est la même chose sur l'écho. Bon, on doit arrêter pour l'exploration hémodynamique. Ah oui, parce que ça peut fausser. Amine, la question. Salem, vas-y. Amine, pose ta question. Amine. Je voulais poser une question. Qu'en est-il des essais thérapeutiques au furosémide? Genre, quand on a un doute diagnostique, à défaut d'efforts disponibles sur place ou de catégorie. C'est très pratique, ça. Voilà. L'effet placebo.
C'est pratique. Généralement, ça donne. Hein. Ah, ça, je connais par expérience. C'est très pratique. Souvent, ça d'abord, on laisse là. Est-ce que sur le plan scientifique, il y a quelque chose? Vas-y, il y a du nouveau. Tekfi. Le test pour l'azélix. C'est un traitement purement symptomatique. Bon, on disait classiquement, si on hésite entre une dyspnée pulmonaire, une cardiaque, etc., on fait un test. S'il y a une amélioration notable, bon, mais est-ce que ça... Mais ça peut être un effet placebo. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je profite de l'occasion avant de donner la parole à Baouni. L'écho pulmonaire, est-ce qu'il a sa place dans la stratégie? Quelle est sa place? C'est un argument en plus, mais ce n'est pas cité dans l'algorithme. Pourquoi il n'est pas cité? Voilà une question que je me suis posée il y a quelques semaines. Pourtant, c'est intéressant, c'est important. Pourquoi il n'est pas cité? L'écho pulmonaire et la recherche de dames, etc. Même dans le... Je n'ai pas lu le texte, le full texte. Est-ce qu'on en parle? Baouni, toi qui t'intéresses à l'insuffisance cardiaque, vas-y. En fait, pour l'écho pulmonaire, ce n'est pas cité dans l'algorithme diagnostic parce que, comme vient de le préciser Amrouche, c'est pour le diagnostic de la congestion et pas pour la dysfonction diastolique. C'est cité dans 2 documents consensus. Le premier, c'est le document Focus dans lequel on s'intéresse beaucoup plus à l'usage de l'écho au pavillon des urgences. Et là, on donne une place très importante à l'écho pulmonaire et à la recherche d'écho de comète quand on a un patient qui vient pour dyspnée et d'étiologie inconnue et chez lequel on doit faire le diagnostic. Et le deuxième document, c'est le document de la gestion des diurétiques. Quand on veut, par exemple, faire sortir un malade et évaluer son degré de congestion ou bien le suivi d'1 mois ou de 3 mois, l'écho pulmonaire trouve tout son intérêt avec la recherche d'écho de comète et même avec des chiffres et des quotas qui sont bien précisés. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est pour répondre à la question de Abdelbaki qui demandait quelles sont les caractéristiques des patients chez lesquels il y avait un taux de NT-proBNP qui était bas. En fait, sur le document consensus, ils se sont basés sur une étude qui s'appelle Coach Study. Et sur cette étude-là, ils avaient pris pas mal de patients en HFPUF et ils les avaient divisés en 2 groupes. Groupe avec NT-proBNP, avec BNP plutôt élevé, et c'était un cutoff, ils avaient pris un cutoff de 100, et un groupe avec des BNP bas. Et ils avaient trouvé que la seule différence entre les 2 groupes qui était significative, c'était l'obésité. Et dans le groupe où le BNP était inférieur à 100, le BMI était aux alentours de 31 ou de 32, avec des taux de troponine qui étaient extrêmement bas par rapport au groupe où les BNP étaient élevés, où le BMI était aux alentours de 24 et de 25, et où tous les biomarqueurs, les autres biomarqueurs, même si ceux qui ne sont pas encore dans l'algorithme diagnostique, étaient très élevés, contrairement aux troponines où c'était assez bas. Donc, le seul truc qui faisait la part des choses, c'était l'obésité. Ahmed, mets-nous le tableau. Je dis thank you. Dis-le le tableau. Reviens au tableau, le tableau de l'algorithme, le score. Dis-le thank you. Dis-le le tableau. Reprends le tableau. Zid. Attends. Ce tableau doit être gravé dans la mémoire des gens. Voilà, mais là, tu dis pour le... Moi, je crois que l'écho pulmonaire a sa place, la recherche de la congestion. Beaucoup de ces paramètres ici ne recherchent pas une fonction diastolique, mais recherchent la congestion. La réponse, Mahdi, n'est pas... Je pense que la sensibilité est trop basse pour avoir une congestion visible. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de suivre une thèse sur l'écho pulmonaire et j'ai eu l'occasion donc de relire un peu la littérature. Et très bonne sensibilité, spécificité. Et il ne faut pas démettre les experts. D'après, bon, c'est une thèse d'un réanimateur. Bon, réanimateur, c'est
critical ill patient. لا سامحني c'est la thèse mais يعني نهضر على la littérature qu'il a mise. C'est un geste simple et qui renseigne sur la congestion, c'est vrai. Mais beaucoup d'éléments ici qu'on voit ici, le BNP, c'est la congestion. C'est quoi le BNP? C'est la congestion. C'est pas autre chose. Bon, peut-être qu'il y a un macro, peut-être la fiabilité, la sensibilité, la spécificité. Oui, mais pour l'écho pulmonaire, la recherche des queues de comète, c'est très sensible, c'est vrai, mais c'est pas assez spécifique. Donc, c'est pas spécifique à la pathologie cardiaque. Contrairement à tous les paramètres qu'on voit ici, ils ont insisté sur la spécificité, quitte à augmenter les cutoffs. Je parle des paramètres échocardiographiques. Parce que tu sais, une oreillette gauche dilatée, c'est pas très spécifique. Hein. On peut en discuter aussi. Hein. Ni les BNP. Ils doivent avoir leur raison, disons, sûrement, hein, à décider comme ça. Non, je pense qu'on doit bien retenir ce schéma, qui est intéressant. Et les 4 étapes, les 4 étapes, s'il n'y a pas de question, on termine. Hein. Voilà, donc, voilà, les 4 étapes. L'algorithme du diagnostic, il faut bien retenir, c'est assez simple, il est bien fait. Hein. Vas-y, Dahma, ça sera le message, disons le take-home message. Dahma, si tu veux, il faut l'imprimer, et voilà. Résume, on termine, on va terminer. Dahma, à toi la parole. Donc, pour résumer, ce papier a publié un algorithme vraiment très intéressant en matière de diagnostic de HuffPuff qui se résume en 4 étapes. Le premier, c'est les symptômes, le CG, l'écho. Le deuxième, c'est une écho plus détaillée. Le troisième, c'est diagnostic stress test. Quand les 2 étapes précédentes n'arrivent pas à faire le diagnostic, généralement des patients qui ont des symptômes à l'effort, qu'on n'arrive pas à faire le diagnostic par les paramètres au repos, on va faire le diastolic stress test et les mesures invasives au repos à l'effort. Et la 4e étape, c'est l'étape étiologique. Après avoir posé le diagnostic de HuffPuff, qui reste un problème diagnostique et thérapeutique pour le moment. Espérons que les études qui sont en cours vont publier des résultats positifs en matière d'armes thérapeutiques. Voilà. Bien, je pense que ça a été une séance très bénéfique, hein, très didactique, avec un débat intéressant. S'il n'y a plus de remarques ou de commentaires, on vous souhaite bonne nuit à tout le monde. Salam alaikum.